Donc l'endobrachiosophage, je vais vous parler de la surveillance de cet endobrachiosophage. Vous savez que le cancer de l'œsophage, c'est le cancer dont l'incidence a la plus forte progression ces 30 dernières années. Vous voyez tous les autres cancers, là, et l'œsophage, vous voyez, c'est ici. Plus 600% en 30 ans pour l'adénocarcinome de l'œsophage, qui est maintenant, d'ailleurs, dans la plupart des pays, prépondérant, plus supérieur en incidence à l'épidémoïde. Et l'endobrachiosophage, c'est la principale cause de cancer d'œsophage actuellement. Donc c'est vraiment un sujet qui est vraiment important. Alors l'objectif de la surveillance, bien entendu, comme c'est une lésion prénéoplasique, c'est de détecter le plus précocement possible la dysplasie et le cancer, afin d'améliorer donc le pronostic et diminuer la mortalité de cet adénocarcinome sur-OBO, qui pris tardivement, bien entendu, un pronostic qui est effroyable. Alors déjà, il faut savoir exclure des patients de cette surveillance les patients âgés qui, lors d'une endoscopie initiale, n'ont pas de dysplasie, parce que ça ne sert à rien de les surveiller, des patients qui ont de la dysplasie mais qui ont des comorbidités, qui sont âgés, et pour lesquels, de toute façon, on ne pourra pas proposer un traitement chirurgical ou endoscopique. Et puis, ce que j'appelle, moi, les faux EBO, c'est les patients qui ont une cardite, qui ont une métaplasie gastrique, et ces patients-là, ça ne sert à rien de les surveiller parce que le risque de dégénérescence n'existe pas. La définition de l'EBO, c'est vraiment la métaplasie intestinale. Alors, l'examen initial, c'est l'examen le plus important. Après, on va prendre, donc je vais le détailler, et après, on va prendre à peu près la même méthode pour faire les contrôles, et je vous donnerai le rythme de surveillance. Donc, la première chose, il faut faire diagnostic d'EBO. Donc, on a souvent cette muqueuse rosée, soit circonférentielle, soit en languette, soit mixte. Et on va donc faire les biopsies pour confirmer la métaplasie intestinale, et puis surtout faire les biopsies pour savoir s'il y a de la dysplasie et le grade de dysplasie qui va conditionner la surveillance ultérieure. Alors, d'abord, il faut, dans le premier compte-rendu, et ça c'est vraiment important, de bien faire une cartographie de l'EBO, surtout l'extension en surface de l'EBO, et il y a une seule classification, et rien d'autre, c'est la classification de Prague. Il faut que tout le monde l'utilise, elle est d'une simplicité incroyable. Donc c'est C et M. C, c'est la hauteur de la zone circonférentielle. M, c'est la totalité de l'EBO. Donc si il est que circonférentiel, C, c'est égal à M. Et s'il y a des languettes en plus, on rajoute la longueur de la languette. Et donc ici, vous avez 2 cm de circonférentiel, C2. Vous avez 3 cm de languette au-dessus. Donc en maximum, c'est 5. Donc C2, M5. Et comme ça, on parle tous de la même chose. Donc la première exploration, il faut qu'elle soit faite avec un endoscope haute résolution, en lumière blanche, très minutieuse, donc sous anesthésie générale. Je crois que c'est vraiment important. Et il faut vraiment balayer tout l'EBO. Et ça, c'est vraiment indispensable. Et déjà, avec cette lumière blanche haute résolution, on détecte beaucoup d'anomalies, avec l'œil expert aussi. Ça, c'est important. Il faut s'exercer à détecter des choses. Et puis on va biopsier déjà toutes les irrégularités muqueuses, des choses en relief, des nodules, des zones au contraire qui sont déprimées, abrasées, avec une perte du relief. Ça c'est important. Alors après on peut optimiser encore la détection de ces anomalies par, donc ça c'est un examen classique. Donc ici on voit le sommet des plis gastriques, je ne sais pas si ça passe bien. On voit le sommet des plis gastriques et donc c'est à partir du sommet des plis gastriques qu'on mesure la hauteur de l'EBO. Donc on a un EBO ici, donc vous voyez circonférentiel, et puis on peut voir apparaître déjà des nodules facilement reconnaissables que l'on va biopsier de manière préférentielle. Après on peut optimiser justement la détection de ces anomalies par des artifices techniques, des colorations, voire la coloration virtuelle. Alors au départ on a utilisé l'indigo-carmin qui est un colorant de surface qui augmente le relief, et qui a permis dans de nombreuses études de montrer qu'effectivement on détectait plus de lésions, comme ici par exemple une dysplasie de haut grade, sur un EBO circonférentiel. Et puis on a utilisé l'acide acétique. L'acide acétique qui dénature de manière transitoire les protéines nucléaires, et donc qui blanchit la muqueuse, qui augmente le relief. Et c'est ça l'aspect typique que l'on doit avoir dans l'EBO, ce qu'on appelle la métaplasie intestinale, cet aspect un petit peu tortueux, et qui est complètement différent de la muqueuse cardiale, qui est ronde. Et donc voici un EBO, vous voyez, après acide acétique, vous voyez, on a l'aspect typique de la métaplasie intestinale, donc j'ai mis, à la limite, même sans biopsie, on pourrait dire ça c'est la métaplasie intestinale, donc c'est vraiment un vrai EBO. Et puis, avec donc le diagnostic dans près de 110 à 90% des cas, simplement avec cet aspect, avec une bonne coloration et cristologie.
Et puis, l'avantage de l'acide acétique par rapport à l'indigocarmin, c'est que c'est plus durable comme entre guillemets coloration, parce que c'est vraiment pas une coloration, mais comme augmentation des amyles de relief. Et puis deuxièmement, c'est compatible avec nos nouvelles technologies de coloration virtuelle. Et donc on peut détecter non seulement la métaplasie intestinale, mais vous voyez des anomalies de surface. Vous voyez là, il y a une perte complète sur cette petite zone de cette métaplasie intestinale, et c'était donc une zone de dysplasie de haut grade. On peut plus facilement focaliser, biopsier, ou si on a l'expérience de la mucosectomie, à la limite même, éventuellement resséquer d'emblée. Ou nous référer pour qu'on puisse la resséquer dans un second temps. Alors après, les colorations électroniques, alors il y a beaucoup d'études sur les NBI, c'est la première coloration électronique qui a été mise sur le marché par Olympus, mais il y a eu des études avec le FAIS qui montrent des résultats similaires, et puis des études, donc soit NBI par plus acide acétique, dont une étude relativement récente, multicentrique. Vous voyez des patients qui avaient soit un protocole de Seattle, c'est-à-dire des biopsies étagées à l'aveugle, le long de l'œsophage, soit des biopsies ciblées par un NBI. Vous voyez, donc il y avait 36% de dysplasie de haut grade, 10% de bas grade, 10% de haut grade et 3% de cancer chez ces patients-là. Et donc, si on tenait compte de l'analyse par patient du grade le plus élevé de dysplasie, le NBI était moins bien que le protocol dans 18% des cas, mais dans pratiquement 82% des cas, le NBI était supérieur ou au moins égal à ce protocole à l'aveugle de Seattle. Donc ça permet vraiment de mieux focaliser les biopsies, et plutôt que de faire des biopsies étagées à l'aveugle, de mieux focaliser et de rentabiliser justement la détection de ces anomalies en dysplasie de haut grade, notamment par cette coloration. Alors on voit ici, donc un peu comme avec l'acide acétique, vous voyez ces zones rondes de la muqueuse cardiale, qui est donc normale, et puis cette métaplasie intestinale qu'on voit très bien. On voit très bien ici justement la jonction entre la muqueuse cardiale normale et ici le début de l'EBO. Et puis donc on voit mieux ces nodules coalescents de dysplasie de haut grade. Ici un tout petit cancer, vous voyez, tout petit cancer, qu'on n'aurait probablement pas vu avec ces artifices techniques. Ici, il y a un nodule beaucoup plus visible qu'on voyait déjà en lumière blanche, mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'on voit un petit saignement en nappe et des anomalies architecturales de la vascularisation. L'avantage de la coloration électronique, contrairement aux autres colorations classiques, c'est qu'on voit les anomalies de surface, les anomalies glandulaires, mais on voit également les anomalies de l'architecture vasculaire, qui sont des signes supplémentaires pour focaliser les anomalies. Et puis ça, c'est une image de Thierry Ponchon que j'aime bien, parce que là, sur la même photo, on a une dysplasie de haut grade, ici un cancer, et ici de la métaplasie intestinale non dysplasique. Alors, ça je vais passer. Alors l'important, c'est qu'une fois qu'on a fait cette belle étude minutieuse de l'EBO, l'important c'est de tout noter. Ça c'est la Suède qui avait élaboré cette planimétrie, les cartographies, avec ce schéma. On part du cardiaque, celui des plis gastriques et toute la hauteur de l'EBO sur chaque face. Et là on va reporter, et ça c'est vraiment important, de reporter la longueur de l'EBO, la classification de Prague et de noter toutes les zones anormales. Est-ce que c'est une lésion plane? Est-ce que c'est une lésion déprimée? Est-ce que c'est une lésion nodulaire? De tout noter sur ce schéma, parce que ça c'est vraiment indispensable d'avoir l'examen initial avec toutes ces données. Après, une fois qu'on a fait tout cela, parfois on a, et c'est de plus en plus rare, on n'a que de la métaplasie intestinale à l'œil nu, on n'a pas d'anomalie visible. Dans ce cas-là, on va faire effectivement le protocole classique de Seattle de biopsie randomisée. Et donc tout le long de l'EBO. Alors, il est recommandé actuellement de faire 4 biopsies, donc une sur chaque face, tous les 2 cm si on a un EBO de plus de 3 cm. Et si on a un EBO de moins de 3 cm, on va faire 2 à 4 biopsies tous les centimètres. Et on va mettre chaque biopsie de chaque étage dans un pot différent pour l'anapathe. Et puis on va reporter, une fois qu'on a réussi l'anapathe, on reporte sur le même schéma, nos résultats. Ici, vous voyez, on a une dysplasie de haut grade quasiment sur les 3 quarts de la circonférence, avec une zone focale de dysplasie de haut grade, qu'on avait vu d'ailleurs en endoscopie. Ici, vous voyez, on voit une zone usère. Donc on a, là encore, la dysplasie de bas grade partout, des zones de dysplasie de haut grade sur un grand nombre
de régions, et puis également un petit cancer ici et ici. Donc ça c'est important parce qu'on a une cartographie initiale. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut faire de l'histologie sans faire des biopsies? Et c'est ce qu'a montré tout à l'heure Jean-Marc, donc je vais passer rapidement. Effectivement, avec ces fibres qui sont des microscopes confocaux, qu'on passe dans le canal opératoire d'endoscope, donc avec l'image confocale et l'image endoscopique, qu'on peut maintenant coupler dans le même écran. Et effectivement, on voit très très bien les anomalies glandulaires, ici les vaisseaux avec les hématies qui circulent dans l'espace interglandulaire. Et effectivement, on a maintenant une bonne idée, nous on avait commencé il y a une dizaine d'années avec le premier prototype Pentax. Eh bien, on voit très bien ici, vous voyez les goblet cells, c'est-à-dire les cellules calciformes à mucus, qui sont la définition de la métaplasie intestinale, et donc des anomalies architecturales beaucoup plus importantes de la dysplasie de haut grade, voire ici du cancer. Et comme on injecte de la fluorescéine pour voir ces images, on voit ici une diffusion dans l'espace interglandulaire de la fluorescéine, parce que c'est une lésion ulcérée, donc cette fluorescéine sort des vaisseaux et diffuse. Et donc une étude multicentrique, je parlais que celle-ci, qui montre que c'était l'étude d'Ondbiops, qui comparait donc les biopsies virtuelles donc par cette endomicroscopie et les biopsies donc standards et l'examen standard. Donc ça a confirmé bien entendu sur de plus larges objectifs, mais vous voyez, vous aviez une sensibilité de 100%, c'est-à-dire que tous les patients qui avaient une dysplasie de haut grade ou un cancer avaient été détectés. Donc peut-être dans l'avenir, on pourra même se passer des biopsies, mais ça c'est vraiment à confirmer sur les plus larges effectifs. Alors une fois qu'on a notre anapathe, si on n'a pas de dysplasie, on fait une simple surveillance, encore une fois chez les patients qui sont éligibles à cette surveillance. Tous les 5 ans, si on a un EBO de moins de 3 cm, tous les 3 ans si c'est de 3 à 6 cm de hauteur, et tous les 2 ans si c'est supérieur à 6. Parfois, ça c'est effectivement des classifications à la patte, on vous dit indéterminé pour la dysplasie. Dans ce cas-là, souvent c'est parce que c'est des patients qui ont une œsophagie, qui ont un reflux qui n'est pas bien traité, donc on les met sous IPP double dose pendant 3 mois, et on refait un protocole biopsique, et soit effectivement c'est non dysplasique, soit c'est de la vraie dysplasie de bas grade, et dans ce cas-là, après on se retrouve avec les mêmes choses que les patients qui ont une dysplasie de bas grade confirmée. Dans ce cas-là, actuellement, les recommandations pour la dysplasie de bas grade, c'est la surveillance, mais il y a une étude en cours, multicentrique, pour la dysplasie de bas grade. Thermoablation par radiofréquence donc bipolaire versus surveillance. Parce qu'on sait qu'il y a des patients qui ont des dysplasies de bas grade multifocales à chaque biopsie, et ces patients-là probablement ont un risque d'évolution vers le dysplasie de haut grade. Et si on a une dysplasie de bas grade confirmée, on va faire un contrôle à 6 mois, avec de nouvelles biopsies. Pourquoi? Parce qu'il faut être sûr qu'on n'est pas passé au départ à côté de la dysplasie de haut grade. C'est de moins en moins vrai grâce à nos nouvelles techniques. Et puis, on fait un contrôle à 12 mois, et après, tous les ans, tant qu'il y a de la dysplasie de bas grade, pour être certain qu'il n'y ait pas une progression vers du grade plus important. Et puis, on a parfois d'emblée la dysplasie de haut grade, voire un cancer, et dans ce cas-là, aucune surveillance, il faut traiter. Donc si c'est de la dysplasie de haut grade non visible, entre guillemets, c'est la lésion plane, non nodulaire, on peut faire une thermoablation bipolaire par le Barix, comme vous l'a montré Jean-Marc. Si on a des nodules, là, la thermocoagulation ne va pas aller suffisamment en profondeur, donc il faut faire une résection. Donc si on a un adénocarcinome intramuqueux, ça sera une résection endoscopique. Et si on a par contre un cancer invasif, ça sera bien entendu une résection chirurgicale. Et pour ces dysplasies de haut grade multifocales sans nodule, il y a également une étude en cours, française, c'est thermocoagulation versus œsophagectomie. Pour conclure, l'adénocarcinome œsophagien, c'est vraiment un cancer très fréquent et dont l'augmentation de l'incidence est énorme. L'EBO, c'est une lésion précancéreuse, donc il faut la surveiller. Et même dans certains cas, on se demande s'il ne faudrait pas faire un screening, un dépistage. La surveillance, c'est un endoscope haute résolution et passer du temps à regarder. On peut en plus sensibiliser par l'acide acétique éventuellement des colorations virtuelles. Et peut-être à terme l'endomicroscopie qui permettra éventuellement au moins de limiter le nombre de biopsies par Seattle,
et éventuellement peut-être un jour carrément remplacer le Seattle. Je vous remercie. Et puis un petit clin d'œil, un bravo à Limoges, qui enfin, après 14 ans, a repris la direction du championnat de France. Hein, et donc on a bien fait de prendre pour notre institut comme logo un ballon de basket.